Bienvenue dans l'émission Parole aux Ituriens. Thème du jour, résilience des violences dans les territoires de Ndjougou en Ituri. Les miliciens de la Codeco ont signé plusieurs réquisitions dans les aires vespérales du lundi 16 septembre 2024. Des sources sur place affirment que 10 corps sans vie ont été découverts après le passage de ces miliciens. Parmi ces personnes mortes figurent 9 femmes et plusieurs biens apportés. D'autres sources locales font savoir qu'au moins 20 personnes ont péri lors de ces attaques et plusieurs biens pillés par ces miliciens. Les victimes ont été achevées par armes à feu et blanches, ajoutent les mêmes sources. La même source ajoute la même journée du lundi, ces assaillants ont massacré 10 autres personnes à Gina. 3 autres ont été tués dans un camp de déplacés, donc ils ont pillé sérieusement. Les dégâts avaient été réduits grâce à l'intervention des casques bleus de la MONUSCO commis à la sécurité de ces camps. Un assaillant avait été neutralisé sur place avant que 7 autres le soient après des accrochages avec des miliciens zaïres loin de ces camps. Qu'est-ce qui serait à la base de cette montée de l'insécurité et quelles sont les stratégies à mettre en place pour stopper ces violences? C'est le thème de l'émission Parole aux Ituriens pour ce dimanche 22 septembre 2024 au sein de la radio de l'Université de Bunia. Participant à cette émission, nous avons Bruno Akilisende qui est avec nous dans ce studio. Bruno Akilisende, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Je salue également les auditeurs de la radio-école de l'Université de Bunia, mais aussi les co-débatteurs avec qui nous sommes dans ces studios. Lick Malembe qui est en ligne. Lick Malembe, bonjour. Bonjour. Nous avons député Moïse Watume qui est député provincial élu du territoire de Ndjougou. Moïse Watume, bonjour. Moïse Watume, est-ce que vous êtes là? Les confrères avec qui nous sommes connectés sur notre radio, alors merci. Voilà, nous avons dans ce studio Samso qui est aussi acteur politique. Samso, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous participent à ces moments. Chers auditeurs, vous êtes très nombreux à nous suivre sur 90.5 radio de l'Université de Bunia. Vous nous suivez aussi sur la page Facebook de l'émission Parole aux Ituriens. Ce sujet vous intéresse. Merci de nous laisser votre commentaire sur le numéro 082 35 27 233. 082 35 27 233. À toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Nous l'avons dit au sommaire, les miliciens de la Codeco ont signé plusieurs réquisitions dans les aires vespérales du lundi 16 septembre 2024. Des sources sur place affirment que 10 corps sans vie ont été découverts après le passage de ces miliciens. Parmi ces personnes mortes figurent 9 femmes et plusieurs biens apportés. Jonathan Bassara pour plus de précisions. Au moins 10 morts et plusieurs dégâts matériels enregistrés la nuit du lundi au mardi 17 septembre après une double attaque de la milice de la Codeco dans deux centres commerciaux en Gina et Fatak, en territoire de Ndjougou dans la province de l'Ituri. Selon la société civile locale, la première attaque a eu lieu le lundi tard dans la nuit faisant 2 morts. Le mardi suivant, une autre attaque attribuée aux mêmes miliciens de la Codeco dans un centre commercial à Fatak faisant près de 10 morts, dont la plupart des enfants. Nous pensons que ce genre de pratiques ne nous arrange pas, car ayant l'État qui est censé de sécuriser la population congolaise, nous voulons également interpeller les autorités de la province ainsi impliquées parce que ce n'est pas normal de constater les gens mourir et de ne rien faire, a expliqué Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Un autre témoin qui a requis l'anonymat a soutenu qu'on a dénombré 2 morts et un centre de santé de référence de Gina totalement pillé, 12 boutiques également parce que selon eux, un sujet Lendou a été tué la veille par les miliciens d'autodéfense. Le mardi, les activités sont restées paralysées dans cette partie du pays, plus principalement sur la route nationale numéro 27. Jonathan Bassar pour la radio de l'Université de Bunia. Vous avez suivi les reportages de Jonathan Bassar. Bruno Akilisende, vous êtes acteur politique de l'Ituri. Comment vous analysez cette situation? D'abord, on se pose la question, qu'est-ce qui serait à la base de cette montée de l'insécurité? Parce que depuis un certain temps, on a observé une accalmie, mais subitement comme ça, la situation commence encore à rebondir.
Bon, très bien, monsieur le journaliste, je pense que la question est pertinente. Vous savez, la situation de l'Ituri en général, je pense que le lundi passé, lorsqu'on a signalé les attaques des miliciens à Djougou, notamment à Fataki et Jina, je pense que nous étions au niveau de l'Assemblée provinciale avec les députés, y compris les communautés de Djougou. Toutes les communautés ont été réunies là-bas devant le président de l'Assemblée provinciale. On discutait autour de la recherche seulement de la paix. Mais subitement, on a reçu des messages que non, les miliciens ont attaqué, je ne sais pas, tel centre, ainsi de suite, tué les gens. Ça m'a stupéfactionné. C'est pourquoi, vous savez, l'obstacle aujourd'hui à territoire de Djougou, par exemple, pourvu que la paix revienne à territoire de Djougou, vous savez, nous avons analysé des choses. Vous savez, la première des choses, c'est d'abord manque de volonté. Là, il faut souligner parce que aujourd'hui, là, la personne ayant le monopole des violences légitimes, c'est l'État congolais. Et là, à ce niveau, je suis en train de déplorer le manque de volonté des autorités pour la restauration de l'autorité de l'État. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez que les Ituriens parlent le même langage, je pense que l'État doit imposer son autorité par la force. Si on arrive à vouloir appliquer l'approche non militaire, mais si ça donne la limite, je pense que la restauration de l'autorité de l'État doit être par la force. C'est ça maintenant ce qui manque chez nos autorités, la volonté de déposer l'autorité de l'État en territoire de Djougou, parce que les niveaux dépassent maintenant la sensibilisation. On a sensibilisé les dialogues, négociations, tout ça, on a dépassé à ce niveau. D'ailleurs, c'est un processus qui doit être d'ailleurs entamé par un civil et non par les militaires. Alors, on a déjà escamoté toutes ces étapes. Et maintenant, là, il fallait imposer la paix. Bon, lorsque nous parlons d'imposition de la paix, mais fort malheureusement, les personnes qui sont compétentes déposer la paix, ils n'ont jamais eu cette volonté. C'est pourquoi nous assistons jusqu'à aujourd'hui à des violences terribles, surtout dans les territoires de Djougou. Les miliciens ont incendié même l'hôpital, mais il fallait voir ça, c'est crime de guerre. Mais selon vous, qu'est-ce qui serait à la base de cette situation? Il y a un moment où on a observé la calmie, mais subitement comme ça, et les choses commencent encore à rebondir. C'est pourquoi on est en train de dorloter les miliciens. Je vous ai dit que l'État a le monopole. À un moment donné, il s'est observé une accalmie, les miliciens avaient écouté les dialogues et ils avaient respecté les signatures d'actes d'engagement. Mais qu'est-ce qui serait à la base encore de cette résurgence des violences dans cette partie de l'Ituri? Moi, je pense que jusque-là, c'est une manipulation, on peut le dire. Parce que ici, les autres travaillent pour la paix. Qui sont ceux qui manipulent ces miliciens concrètement? La manipulation, c'est de partout. Parce que vous savez, les politiciens aussi manipulent ces jeunes. Et il y a d'autres parts aussi qui sont manipulés. Parce qu'aujourd'hui, la guerre en Djougou, c'est une guerre purement économique et politique. Les miliciens, si on parle de l'économie, vous savez qu'il y a les miliciens aujourd'hui à Djougou, ils ont conquéri plusieurs localités riches en or. Ils sont en train d'exploiter. Et là, c'est une guerre économique pour faire sortir ces miliciens là-bas. Avec votre PDDRCS qui est malade ici, je ne crois pas si on peut arriver à couvrir la paix. Parce que le PDDRCS ne peut pas, avec ce moyen que nous sommes en train de voir aujourd'hui, franchement, il n'y aura pas vraiment la paix si pas seulement les positions de l'autorité de l'État par la force sur le territoire de Djougou. Je pense qu'à ce niveau, j'ai déploré également l'hypocrisie de certaines personnes. C'est à ce niveau-là que je suis en train de doter aussi la population. C'est vrai, il y a une part aussi, l'hypocrisie règne dans les chefs de la population. Pourquoi? Parce que, vous savez, je vous ai dit qu'à la fois passée, on a été assemblés, on est en train de discuter autour de la paix. Mais les miliciens sont en train de faire autre chose, tandis que les autres sont en train de travailler sur la paix. J'ai déploré cette manière aussi d'hypocrisie au niveau de la population, mais la grande tâche revient à l'État congolais. Parce qu'il n'y a personne qui a les moyens plus que l'État ici. Qui peut me dire aujourd'hui, si aujourd'hui on dit que l'État a le monopole, c'est-à-dire la justice, c'est quelqu'un qui a commis les crimes contre l'humanité, l'État a le pouvoir de les prendre et puis les mettre en prison. Quelqu'un qui a commis je ne sais pas quoi, il y a tous les mécanismes que l'État peut arriver à imposer la paix. Mais fort malheureusement, aujourd'hui chez nous en Ituri, c'est le problème de la volonté. Merci Bruno Akilisende, vous êtes acteur politique de l'Ituri. Lik Malembe qui est en ligne. Lik Malembe, qu'est-ce qui serait à la base de cette recrudescence de l'insécurité dans les territoires de Djougou? Alors, merci beaucoup. Je salue les co-débatteurs. Écoutez, j'ai suivi, vous avez dit qu'il y a un moment où on a connu la calmie à Djougou. Justement, je voudrais rappeler les faits à ceux qui nous écoutent.
c'est que depuis qu'il y a eu enrôlement des électeurs dans notre pays, c'était en février 2020. Depuis cette époque-là, il y a eu accalmie, y compris à Djougou. Et nous sommes allés aux élections du 23 décembre. Jusqu'à la proclamation des résultats, c'était encore en février 2024. Donc, on a connu pratiquement une année d'accalmie, y compris à Djougou, parce que tous les politiciens, tous les leaders de Djougou avaient intérêt à qu'il y ait élection pour leur calcul de positionnement. Vous voyez? Si je me rappelle ça, c'est pour vous montrer que les gens de Djougou sont capables de mettre fin aux tueries, ils sont capables de les activer quand et comme ils veulent. Nous avons connu une accalmie de février 2023 à février 2024. L'élection s'est passée partout à Djougou, y compris là où il y a les groupes armés. L'élection s'est passée à Pandon. L'élection s'est passée à Jiba, l'élection s'est passée à Dala, l'élection s'est passée à Lodjo. L'élection s'était passée partout à Djougou. Je crois que dans votre studio, il y a des gens qui ont même battu campagne là où il y avait des groupes armés. C'est pour vous montrer que nos frères de Djougou sont capables de manipuler leurs tueries, de les arrêter, de les activer quand et comme ils veulent. Quand est-ce que les tueries reprennent? Mais pourquoi cette manipulation? Pourquoi cette manipulation? Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à manipuler ces groupes armés? C'est ce que je vous explique. Après les élections du 23 décembre, la proclamation en février-mars, l'élection des sénateurs, les gens ont vu qu'il y en a qui ont vu que leurs calculs n'ont pas fonctionné. Voilà qu'ils ont eux-mêmes activé les tueries là-bas. Eux-mêmes, je dis bien, je pèse mes mots, ce sont des tueries qu'ils peuvent arrêter quand ils veulent, qu'ils peuvent activer quand ils veulent, selon leurs intérêts. Et moi, je voudrais m'adresser justement à nos frères de Djougou. Ils doivent savoir que la province entière est fatiguée d'eux. Regardez, quand le cas de siège arrive, c'est pratiquement toute la province qui, à part le territoire d'Arou, c'est pratiquement toute la province qui était en insécurité. Il y avait la milice Zahir Mazembe à Mahagi qui a fait des dégâts, y compris dans la chefferie, dans les Angles 2. Il y avait Hiromu, la milice Timia Kilima, Timia Tuna, tout ça, qui ont semé la désolation. Aujourd'hui, aller à Hiromu, tout le monde a compris qu'il faut abandonner cette histoire. À Mahagi, la paix est. À Mambasa, ce qui reste là-bas, c'est les ADF. Or, je rappelle que les commandements pour les opérations contre les ADF ne dépendent pas de l'État de terre, ça dépend du Nord Kivu et ça dépend aussi de la coalition Selon Bruno, vous avez suivi Bruno Akilsende qui évoque également l'absence des opérations militaires contre ces groupes armés qui reprennent les hostilités. Mais mon frère, jusqu'à quand nous allons chercher une paix imposée par la force à Dieu? Je vais rappeler ici que Artemis était venu ici. Artemis était venu imposer une paix par la force. Ça a duré combien de temps? C'était en 2003. En 2017, les tueries ont repris. Non, la paix, on ne peut pas l'imposer de force. Si c'est vraiment la paix durable qu'on cherche, on n'impose pas une paix durable. La paix, c'est un état d'esprit, c'est un comportement. Les gens eux-mêmes doivent décider de vivre en paix. Mais on ne peut pas imposer la paix à des gens qui ont refusé de vivre ensemble. Ça ne peut pas durer. Même si aujourd'hui encore on a amené Artemis, ils vont imposer. Après 10 ans, ça va reprendre parce que les gens n'ont pas besoin de vivre ensemble. Et c'est ça le problème. Je vous ai dit que dans le contexte actuel de Djougou, pour qu'il n'y ait pas de tuerie, il faut que nous soyons capables de mettre un militaire devant chaque case à Djougou. Il n'y a pas un seul gouvernement au monde qui saura faire ça. Merci. Il n'y a pas, on aurait une armée à mettre un militaire devant chaque case à Djougou pour empêcher d'aller tuer ces ici. Mais on ne pourra pas. Nos frères de Djougou doivent comprendre qu'on est fatigué. La province entière, ils ont pris en otage toute la province depuis décembre 2017. On est fatigué. On vous suit très difficilement. Essayez peu de vous mettre dans un endroit calme. Il suffit que nos frères là, les deux, décident. Ils parlent la même langue, mon frère. Ils ne peuvent pas se parler cette histoire. Ils portent les mêmes noms. Comment ils arrivent à s'entretuer? On est où là? Donc ils doivent comprendre que nous sommes fatigués de cette histoire et ils doivent y mettre fin. On
On n'a pas besoin de vous parler aux impositions de la paix. Je vous ai rappelé, Mobutu avait mis une base militaire à Arou pour cette histoire de tout. Il imposait la paix par force, ça ne durait pas 10 ans. Merci, Lik Malembe. On vous garde toujours à ligne, on va vous redonner la parole. S'il vous plaît, on vous garde à ligne, on va vous donner la parole. C'est de dire on nous manipule, mais on vous manipule, vous êtes des enfants. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des personnes respectables. Merci. Vous pouvez rester là, on nous manipule, mais chers amis, on vous manipule pour vous entretuer. Vous êtes des enfants, vous ne pouvez pas rester, vous ne pouvez pas décider, on est où là? Merci, Lik Malembe, on vous garde à ligne, merci. Nous sommes obligés à Djougou de vivre ensemble. Personne ne va changer l'autre de là, personne ne va exterminer l'autre, c'est donc une guerre inutile et qui n'a pas de raison de ça. Moïse Uzunga Watum, vous êtes député provincial élu du territoire d'Ndjougou. Moïse Uzunga Watum, comment vous analysez cette recrudescence de l'insécurité dans votre circonscription qui est bel et bien le territoire d'Ndjougou? Oui, s'il vous plaît, merci de vous éloigner dans un endroit calme pour nous permettre une bonne qualité de son. Là où vous êtes, il y a trop de bruit. Si vous pouvez vous mettre dans un endroit calme pour nous permettre une bonne qualité de son. Oui, c'est vrai, nous sommes dans un endroit où il y a un peu la complication de la connexion. Alors, je me suis cascadé juste pour aller chercher. Voilà, c'est une très belle question, cher journaliste Rachidi. Allô? Oui, on vous suit très bien, allez-y. Ok, merci. Vous regardez les problèmes que nous vivons chez nous à Ndjougou. J'espère bien que ça fait déjà beaucoup d'années. Ça fait, ici, on peut souligner à partir de 2017 jusqu'à présent, il y a toujours la guerre. On est en train de compter le nombre de morts. On est en train de piller les biens d'impilation et consort. Mais selon vous, qu'est-ce qui est à la base de cette recrudescence de l'insécurité? Il y a longtemps qu'on a observé une accalmie presque partout dans les territoires d'Ndjougou. Vous avez suivi Lik Malembe qui a soulevé les mêmes cas. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette recrudescence de l'insécurité où on observe l'accalmie quelques temps après la situation rebondisse? Oui, Moïse, on est toujours avec vous, Moïse. Voilà, on a un petit souci avec sa ligne téléphonique. Nous avons dans ce studio Assimi Ruigwa qui est bel et bien acteur politique. Mais comment vous analysez cette recrudescence de l'insécurité dans les territoires d'Ndjougou? Ok, merci d'abord, messieurs les journalistes, de m'avoir accordé la parole. Et d'introduire, je voudrais d'abord commencer à souhaiter mes condoléances les plus sincères aux familles qui ont perdu les leurs en Ndjougou. Je crois aussi la question que vous venez de poser tout à l'heure. Ce qui est à la base de l'insécurité encore en Ndjougou, c'est l'inefficacité de l'État congolais face à la situation. S'il fallait le dire d'une manière claire, je crois depuis qu'on a instauré l'état de siège chez nous ici à Ituri, tout le monde avait soutenu ces programmes, ces gouvernements de l'état de siège. Et même ils sont venus, ils ont constaté les problèmes. Ils ont dit non, avec l'option militaire, ça ne va pas. Il faut associer l'option militaire avec aussi le dialogue. Je crois au sortir de chaque dialogue, il y a un cahier de charges qu'on remet au gouvernement pour son exécution. On a fait le dialogue à Arou, on a fait le dialogue à Guéti, l'autre ici, c'était à l'étranger, n'en parlons même pas. Il y a eu des cahiers de charges. Mais qu'est-ce qui bloque au gouvernement de réaliser ses promesses avec ce groupe armé? C'est la raison pour laquelle les groupes armés continuent à garder les armes et avec un programme aussi malade qu'on appelle le PDDR, qui n'avance même pas, qui ne résout même pas les problèmes. Aujourd'hui, nous continuons à compter les morts en Ndjougou. Pour nous, les enfants de l'Ituri, nous devons comprendre que maintenant, les problèmes de Ndjougou, ce n'est plus au niveau des politiciens, ce n'est plus même au niveau des communautés, parce que
Je ne crois pas si ces politiciens, ils sont forts plus que l'État congolais. Vous avez suivi Lick Palembe qui, selon lui, il y a un moment, on a observé la calmie, c'est parce que la population d'Imilie a décidé de vivre ensemble, mais à un moment donné, ils ont décidé de reprendre les armes. Oui, on a observé la calmie. Mais les armes ne sont pas retournées. Les armes étaient encore là. Donc il fallait récupérer. Ils ont décidé quand même d'observer une accalmie qui a permis aux gens... Excusez, monsieur le journaliste, est-ce qu'on peut observer l'accalmie pendant que les armes ne sont pas retournées? Parce que les problèmes, ce sont les armes qui restent encore entre les mains des groupes armés. Et ces groupes armés vivent dans les communautés. D'où il faut commencer d'abord, quand il y a l'accalmie, il faut accélérer les processus qu'on a signés avec ces groupes armés pour récupérer ces armes et les cantonner, faire réaliser tout ce qu'on a promis aux groupes armés et finir avec l'histoire. Mais pourquoi on ne veut pas finir avec l'histoire? Donc, quelque part, il y a complicité. On peut dire ça peut-être comme ça. Il y a complicité peut-être du gouvernement central qui bloque le gouvernement provincial, ou bien peut-être le gouvernement provincial qui ne donne pas tous les rapports au gouvernement central. On ne connaît pas. Qu'est-ce qui bloque que la paix revienne en Djougou? Parce que chaque fois, on doit continuer à observer la paix, mais ça ne suffit pas, il faut récupérer des armes. Qu'est-ce qui arrête, qu'est-ce qui bloque la récupération de toutes ces armes qui circulent parmi la population? C'est de là qu'il faut raisonner. Chaque fois, quand il y a problème en Djougou, on dit non, c'est représailles, c'est parce que tel est allé provoquer l'autre. Les provocations vont rester là. Parce que quand on vit ensemble, on ne marque pas de problèmes. Le fait qu'on ne marque pas de problèmes, il y aura toujours des provocations. Mais ne soulevez pas ça comme un moyen qui va justifier l'insécurité encore en Djougou. Non. Il fallait récupérer les armes par tous les moyens. S'il n'y a pas l'argent pour le PDDRC, vous avez l'option militaire. Allez frapper ces miliciens. Ils vont remettre les armes par la force. Mais pourquoi vous ne voulez pas aussi les frapper? Aujourd'hui, tout le monde est dans les histoires de l'or ici. Parce qu'on s'accuse que tel est manipulateur, tel est manipulateur. Bon, pourquoi on n'arrive pas aussi à arrêter ces manipulateurs? Est-ce qu'ils sont plus forts que l'État congolais? Je ne crois pas. Nous devons comprendre à un certain moment que l'État congolais n'est pas à mesure. Donc l'État congolais ne fait pas bien sa mission à la population d'Ndjougou. Et surtout, une chose aussi que nous allons dire à l'Até d'Ndjougou, c'est quoi? Nous avons vu, il y avait la sécurité à Ndjougou, à Irumu, à Mambasa, à part seulement le territoire d'Aru. Même à Mag, il y avait la sécurité. Mais à Irumu, il y a la calmie. L'Até aussi a mené ses efforts quelque part. Parce qu'il y avait toujours des provocations, mais l'Até s'expliquait directement. Dernièrement ici, on a vu la provocation ici dans les groupements, Kabarol. C'est dans le territoire du Rum, précisément dans la chefferie de Baïma du Rum. La milice FP qui est venue s'attaquer contre la milice Mapi, ils sont changés, il y a eu des morts. Mais là, il s'est piqué directement. Mais quand on avait constaté, selon ce que j'ai appris dans les reportages ici, qu'il y avait SG Lendou qui était tué, alors ils se sont vengés parce qu'il y avait SG Lendou qui était tué. Quand ce SG Lendou était tué, il était où pour s'appliquer directement afin de stopper l'hémorragie? Est-ce qu'il fallait attendre qu'il y ait représailles pour dire maintenant il y a eu représailles parce que tel a provoqué l'autre? Quelque part, nous constatons que l'AT doit nous excuser. C'est comme si il n'est pas à mesure de cet âge. Alors, on doit prendre les choses au sérieux en Ituri. Et surtout en Djougou. On ne doit pas chaque fois taxer les politiciens, chaque fois taxer les manipulateurs, chaque fois taxer les gens. Non, il faut reprendre. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités avec tous les moyens qu'il possède. Merci Samso Ruigwa. Bruno Akilisende, je vais lire un message des auditeurs qui sont aussi très très nombreux à réagir par rapport à l'émission du jour. Oui, à présent, nous allons lire les messages. Sali, au sujet du jour, j'appelle les frères et sœurs qui sont liés à cette guerre dans les territoires d'Ndjougou d'essayer de faire l'évaluation depuis qu'ils ont pris les armes jusqu'au stade actuel. Du point de vue économique, on avance ou on avance ou on recule. Si on avance, c'est bon. Si on recule, on voudrait aller jusqu'où pour arrêter afin de reconstruire, car la guerre ne construira jamais, mais elle détruit l'impact qu'on a déjà eu avec Sueur. Voilà, vous avez, c'est la réaction de Moussa Kikoleri. Moussa Kikoleri qui nous a envoyé le message.
Bruno Akilisende, vous allez réagir et très très rapidement. Mais quelles sont les stratégies qu'on peut mettre aussi à place pour mettre fin à ces violences? D'abord, j'aimerais brosser quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a personne qui avait dit que... Et il n'y a aucun gouvernement, nul n'ignore qu'il n'y a aucun gouvernement aujourd'hui qui peut réussir à mettre les militaires devant la porte de chaque population. Moi, je pense que ça ne se fait nulle part. Notre problème, c'est que nous voulons interpeller l'État congolais à faire son travail. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous dis que l'État a tous les monopoles. Que ce soit la justice, la force même militaire, c'est l'État qui détient ça. Et lorsque nous parlons de ça, c'est qu'il faut interpeller le gouvernement à faire son travail. C'est ça, parce qu'il faut voir le contexte sécuritaire d'Ndjougou. Tout le monde, je ne sais pas si les gens arrivent à connaître, à maîtriser d'abord la mission de l'état de siège. Parce que là, il faut être aussi très clair. Il y a une mission, ce n'est pas pour eux qu'on avait décrété l'état de siège. Il y a une mission bien définie. Alors cette fois-là, c'est pourquoi nous sommes en train d'interpeller aussi ces autorités. Il faut que chacun prenne sa responsabilité. Nous, en tant que moi, je suis leader d'opinion. Nous, on est en train de sensibiliser les frères qu'ils ont égarés. C'est vrai. Mais à un moment donné, si la sensibilisation a montré sa limite, qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez suivi Lick, il a dit que pendant les élections, on a observé à Djougou une accalmie, mais comment expliquer que ces jeunes d'Imilien n'arrivent pas à saisir cette accalmie avec beaucoup d'intérêt? Donc, ils n'intériorisent pas cette accalmie. Mais ça, est-ce que à cause de ça, il faut prendre les boucs émissaires pour justifier aujourd'hui la sécurité à Djougou? Non. Moi, je pense que le problème de Djougou, c'est les capacités du gouvernement, même de l'état de siège aussi. Il faut être très clair. Parce que si vous allez aujourd'hui à Djougou, si vous allez voir qu'il y a l'absence totale de l'autorité de l'État. Beaucoup de villages. Il y a des opérations militaires qui ont été menées. Je n'en disconviens pas. D'ailleurs, j'avais salué à un moment donné lorsque les militaires sont arrivés à l'Odjo. Moi, je soutiens l'armée congolaise parce que nous avons l'unique armée. Mais il fallait dire là où il fallait dire. C'est aujourd'hui, si vous descendez à Djougou, il y a d'autres villages qui sont contrôlés par les miliciens. Et d'autre part, vous allez trouver, il y a des officiers militaires qui habitent les mêmes villages avec les miliciens. Et donc, il y a un méli-mélo, c'est-à-dire pour restaurer aujourd'hui la paix à Djougou. Ce n'est pas seulement le problème de la communauté comme vos gens de l'état de siège sont en train de dire oh, il faut charger les communautés, mais les politiciens. Le problème, c'est aussi leur faiblesse ici, il faut dénoncer ça. S'il vous plaît, Bruno Akilisende, oui. Pourquoi ces jeunes sont manipulés? Qui serait derrière cette manipulation? Le problème, c'est quoi la manipulation? Que ce soit la manipulation ou quoi, je pense que si l'État arrive à imposer sa paix, nous avons beaucoup de stratégies. S'ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont qu'à demander à nous. Non, nous allons faire quoi? Mais vous pouvez proposer, au lieu d'attendre les morts comme ça, chaque jour qu'on enregistre les morts. Mais nous, on a alerté combien de fois? Nous alertons parce que moi, je suis civil. Nous avons déjà alerté, nous dénonçons. Qu'est-ce que ça revient maintenant au service de sécurité de prendre nos alertes en considération. Lorsque j'ai dit que dans tel village, il y a un mouvement suspect. Et là, c'est maintenant le travail des services de sécurité parce qu'ils sont payer. Aujourd'hui, la population paie les taxes. C'est justement pour payer les services spécialisés pour la sécurité. Notamment, nous avons l'armée, nous avons la PNC et nous avons aussi d'autres services. Alors, il ne faut pas faire, il ne faut pas que les gens arrivent à faire l'amalgame. Les gens sautent leur rôle ou encore rejettent leur rôle pour charger beaucoup. Il y a un auditeur qui vous pose la question, oui. Bruno Akilisende, pourquoi vous vous limitez seulement à citer les noms de la Codeco tout en oubliant les groupes armés Zahir non, le problème c'est quoi aussi qui est à la base de la recrudescence de l'insécurité. Je réponds immédiatement à ces messieurs. Je ne me suis pas limité ici à citer la Codeco. Nul n'ignore qu'aujourd'hui à Djougou, nous avons Autodéfense et nous avons aussi Codeco. Ils étaient ici devant le VPM de la Défense, l'ancien ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Ils étaient ici. Tout le monde connaît qu'il y a à Djougou. Il y a l'autodéfense et la Codeco. Si les gens parlent aujourd'hui en prenant un bouc émissaire pour justifier la sécurité à Djougou en disant que non, il y a les provocations, les représailles. Mais lorsqu'on fait les représailles ou la provocation, où est l'État congolais? Parce que moi, je connais, mon cher, moi, je maîtrise très bien la notion de l'État. Je ne m'invente pas, mais c'est une notion que moi, j'ai étudiée. L'État, il n'y a personne qui est au-dessus de l'État. Lorsqu'il y a des provocations, des représailles, où est la part de l'État? Est-ce qu'il fallait charger maintenant les communautés ou encore les politiciens? D'ailleurs, ces groupes armés que vous citez là, il y a des membres, ils n'écoutent même pas souvent les membres des communautés. Souvent, certains groupes armés n'écoutent même pas les membres de leur communauté. Si vous osez à dénoncer, d'ailleurs, il faut fuir à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez exposer quoi? Le problème, c'est l'État congolais. Il faut prendre sa responsabilité. On ne peut pas être un gouvernement qui aime trop de discours comme des politiciens, non. Merci Bruno Akilisende. Je rappelle que vous êtes acteur politique de l'Ituri. À présent, nous allons lire les messages avant de donner à Lick Malembe la parole. Il y a un auditeur, Salima Radio. Salima Radio,
salue également les co-débatteurs. La réaction de la société civile, l'État n'est que là pour constater les massacres perpétrés par les groupes armés Codeco. Devant tout cela, que fait l'armée? Elle doit imposer la paix, non voir les pauvres civils en train de mourir face à la passivité de notre gouvernement. Lick Malembe, vous êtes en ligne, vous avez suivi les interventions et autres par rapport à la résurgence des violences. Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour éradiquer ces violences? Le journaliste, je suis au regret lorsque je suis les débatteurs qui sont apparemment tous de Djougou. Vous comprenez que tout ce qu'ils ont à vous dire ici, l'État doit faire son travail, l'armée doit faire. Mais et vous, qu'est-ce que vous faites? Nous sensibilisons, c'est pas comme ça. Non, nous les gens de Djougou, qui a créé Codeco? C'est l'État. C'est vous. Qui a créé Zaïre? C'est l'État. C'est vous. Qui a créé S'il vous plaît, on va vous donner la parole. Attendez qu'ils s'apaisent. Oh, écoutez, il faut leur dire que sinon je mets des bâtis, ça fonctionne comme ça avec moi. Qui s'appelle. Voilà. Donc, je disais, il faut arrêter que les gens soient là seulement à dire l'État doit faire. Et vous faites quoi? Est-ce que c'est l'État qui a créé Codeco? Est-ce que c'est l'État qui a créé Zaïre? Donc, vous allez commencer à créer. Ça, c'est pas un argument. Et puis après, vous dites l'État doit s'imposer, arrêtez ça. Mais, écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai suivi quelqu'un dire ici que voilà, il y a absence de l'autorité de l'État. Cher ami, moi je reviens de l'ouest du pays, j'étais dans l'ex-Équateur, j'étais dans les Kasaï. Quand vous êtes dans l'ex-Équateur, par exemple, vous pouvez faire 2 jours de marche, vous n'avez jamais aperçu même un policier. Est-ce que les gens s'entretuent là-bas? Est-ce qu'il y a des milices là-bas? Non, ce n'est pas une raison, ça. Ce ne sont pas des raisons. La raison est que elle a atteint des proportions inimaginables à Djougou. Les gens refusent de s'accepter, les gens refusent de vivre ensemble, les gens ne se marient pas, les gens ne se côtoient pas, les gens ne sont pas ensemble. Et comme ils ne sont pas ensemble, que doit faire l'armée alors? Parce que s'ils ne sont pas ensemble, ils n'ont pas voulu emboîter les processus de paix. Et que doit faire l'armée? Oui, si vous m'avez bien écouté, monsieur le journaliste, je ne cherche pas à dédouaner l'armée de sa responsabilité de restaurer la paix. Non, c'est pas ça. Je ne travaille pas pour l'armée, je ne travaille pas pour quelqu'un, contrairement aux autres amis là qui travaillent pour leur communauté. Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un. Je ne travaille pas pour l'état de siège, je ne travaille pour personne. Je travaille pour le peuple congolais, mon pays. Voilà. Donc, l'armée doit faire son travail, mais je vous ai démontré ici que l'armée ne peut pas forcer des gens à vivre ensemble qui ne veulent pas. Je vous donne un exemple. Nous sommes en Afghanistan. L'armée américaine était allée, la plus puissante au monde, l'armée américaine, était allée neutraliser les talibans au Pakistan, mais les talibans étaient soutenus par leur population. Pendant 20 ans, l'armée américaine a dépensé des milliards de dollars. Elle a été obligée de fuir l'année passée. Vous avez vu des images humiliantes, l'armée américaine en train de fuir l'avancée des talibans parce qu'ils étaient soutenus par leur communauté. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas aussi demander à notre armée de faire l'impossible. Vous allez dans un village, vous trouvez, on vous dit que voilà, les Codeco sont dans ce village. Quand vous y arrivez, vous trouvez des jeunes gens en train de faire les champs. C'est ça les Codeco. Mais une armée professionnelle, une armée républicaine comme le FARDC ne va pas trouver des civils et ouvrir le feu sur eux. Quand l'armée passe, ce sont ces mêmes civils-là qui étaient cachés dans le village, c'est ça qui commence à ouvrir le feu sur eux. Voilà le problème. Vous allez dans les zones Zaïre. Tout ce que vous appelez au président des jeunes, société civile, tous sont des commandants Zaïre. Tous. Quand l'armée arrive pour les frapper, vous trouvez quelqu'un qui te dit c'est moi commandant des jeunes, président, mais c'est ça les commandants Zaïre. Mais comment l'armée va travailler dans ces zones de situation? Je vous rappelle que l'armée nationale n'opère pas comme une milice. C'est-à-dire il y a une complicité entre les jeunes du milieu et les groupes armés. Tu as dit à quelqu'un là-bas, pourquoi tu ne parles pas de l'autre milice? Il ne peut pas en parler. Il a trouvé des mots autodéfense. Il n'y a pas d'autodéfense à Djougou.
Je l'ai toujours dit, il n'y a pas autodéfense à Djougou. Ça défend qui? Où étaient ces autodéfenses, ces soi-disant autodéfense, quand Codeco a égorgé tous les gens que vous avez cités là? Ils n'ont jamais empêché une attaque de Codeco. Il n'y a pas autodéfense à Djougou. Il n'y a qu'une bande de criminels, tous qui sont à la recherche de l'or et qui ne défendent jamais la population. Vous avez vu? Il ne peut pas oser citer le mot Zahir parce que ce sont des gens de sa communauté. Ils protègent. Donc c'est ça le problème à Djougou, c'est que chaque communauté protège sa Et quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour mettre fin à ces violences? Très bien. D'abord, il faut que nos frères de Djougou acceptent eux-mêmes, comprennent qu'ils n'ont rien eu de cette guerre et ils n'auront rien. Personne ne va déloger personne à Djougou. Depuis la guerre interethnique de 1999 à 2003, personne n'a délogé personne. Après la guerre, on s'est retrouvés ici ensemble. Et même ce qu'il faut aujourd'hui depuis 2017, qui va déloger qui? Donc c'est une guerre perdue d'avance où personne ne gagnera. C'est une guerre inutile. Je me demande même comment il faut. On ne peut pas faire la guerre pour rien. Qu'est-ce qu'il croit gagner à l'issue de la guerre? Qui croit qu'il peut déloger qui là-bas? Personne. Alors il faut d'abord qu'ils comprennent ça. Il faut que la haine cesse. La haine se transmet à Djougou de père en fils et de mère en fille. Vous voyez, un père dit à son fils qu'il ne peut pas épouser une fille comme ça, sinon je t'enlève dans la famille. Mais on ne peut pas construire la paix comme ça. Il faut qu'on s'accepte. Il faut que la haine cesse. Il faut surtout nous les jeunes qu'on quitte cette spirale de haine inutile dans laquelle nos aînés ont vécu. Voilà, et il faut maintenant que l'État mette en place des mécanismes pour occuper d'abord les jeunes, tu sais, à Djougou. C'est l'orpaillage d'abord, mais il faut créer une société comme Kibali Gold Mining à Mungwalu. Le permis défini par MG Mungwalu, nous ne savons pas ça fait quoi. Voilà pourquoi je suis en train de proposer la suspension momentanée de l'exploitation de l'or à Djougou. Il faut nous enlever toutes ces machines de la mort qu'on a amenées là-bas, l'époque là, qui sont venues envenimer la guerre de Djougou. Et j'ai suivi quelqu'un de chez vous là-bas reconnaître que tous les groupes armés Codeco et Zahir contrôlent des sites d'exploitation de l'or, tous prennent de l'or pour acheter des armes, et donc à ce niveau-là, on ne peut pas mettre fin à la guerre. Tous ont la main sur l'or, tous sont en train de s'enrichir, et ça là, on ne peut pas terminer la guerre. Je suis en train de plaider pour qu'on puisse suspendre momentanément l'exploitation de l'or à Djougou, qu'on puisse évacuer tout ce qu'il y a comme machine pour clé là-bas, qu'on les identifie, qu'on sache qui fait quoi, où est-ce qu'ils vendent l'or. Et puis, maintenant, il faut évidemment une forte présence de l'armée à Djougou pour dissuader les uns et les autres. Merci, Ligue Malembe. Pour comprendre que la solution pour la paix, elle est entre leurs mains. Il n'y aura pas une paix miracle à Djougou. Il n'y aura pas une paix miracle, je le répète. Merci Lick Malembe. On vous garde à ligne. On va vous donner la parole pour la partie conclusion de l'émission. Voilà, nous avons Assimo Goa. Quelles sont les stratégies qu'on doit mettre en place pour mettre fin à ces tueries, à ces violences qui se fait voir dans les territoires de Ndjougou? Ok, merci monsieur le journaliste, d'accord. Avant de répondre à la question, je voulais dire à mon frère Lick Malembe, il s'est contredit totalement. Et quand il soulève la question que nous faisons attaquer les communautés, il a dit qu'il y a une complicité entre les communautés avec les groupes armés. C'est difficile pour l'armée d'identifier qui est membre du groupe armé et qui est population dans la zone. Mon frère, je vais vous dire, vers les années 1971, c'était à l'époque de Mobutu, il y avait un problème comme ça ici à Irum, précisément entre la communauté Ema et la communauté Bindi. Mais l'État congolais s'était posé. Mobutu avait envoyé des militaires et ils ont frappé ce petit groupe armé parce qu'avant, il n'y avait pas les armes comme telles, comme aujourd'hui. Il y avait des lances et des machettes, tout comme ça. Mais on avait maîtrisé ces choses dans une semaine. C'était ça l'autorité de l'État. C'est parce que le gouvernement avait constaté que les communautés ont refusé de vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle on avait instauré l'état de siège. Et c'est parmi même la mission principale de l'état de siège d'instaurer l'autorité de l'État, après avoir constaté que les communautés de l'Ituri ont refusé de vivre ensemble. Bon, après, il venait de dire ici, tout à l'heure, qu'il faut commencer à suspendre les permis d'exploitation. C'est ça l'autorité de l'État.
l'État doit commencer d'abord à suspendre toutes les activités de l'ordre dans le territoire de Ndjougou. Après ça, l'État doit se focaliser maintenant sur les groupes armés. Mais il s'est contredit totalement, il a pris les sorts, il a jeté sur les communautés, après il a dit non, maintenant l'État doit... Donc est-ce que l'État doit se focaliser sur les permis d'exploitation et laisser les groupes armés continuer? Non. Sur les stratégies, la première des choses est que nous, les communautés d'Ndjougou, nous sommes ensemble. Parce que nous fréquentons les mêmes marchés, nous apprêtons les mêmes routes. Aujourd'hui, si vous quittez Bunia pour aller à Mahagi, même à Mungwalu, vous devez passer chez les Hema et chez les Lendu. Quel que soit vous soyez Hema ou Lendu. C'est pour dire que quelque part aussi, on est presque ensemble. Il y a des filles Hema qui sont chez les Lendu, il y a des filles Lendu chez les Hema. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ce que nous allons dire, c'est quoi? Nous les Ituriens, nous devons comprendre que la guerre ne va rien nous donner. Nous sommes condamnés à vivre ensemble parce que personne n'est fort plus que l'autre pour déloger son frère. Donc, nous allons commencer maintenant la sensibilisation de les bas niveaux. Nous devons oublier d'abord les problèmes de dialogue parce que le dialogue là, c'est seulement pour chercher les perdus et autre chose. Alors, nous devons faire le dialogue à notre manière parce que nous parlons le même langage. Nous devons rentrer chez nous, parler entre nous en tant que frères, avec le langage dans lequel on s'entend mieux. Sur les Swahili, nous allons parler maintenant Swahili entre nous, à commencer par les Nyumbakumi, qu'on appelle les 10 maisons, chef d'avenue, chef de groupement, jusqu'aux chefferies, à ce moment-là, nous allons retrouver la paix. Mais si nous commençons seulement à dire que nous allons continuer la guerre, l'État congolais va nous donner la paix, nous allons oublier ça. Et même Jésus va revenir pendant que la paix n'est pas encore revenue en Ndjougou. L'État congolais ne va pas nous donner la paix. Mais nous, les communautés de l'Itour, il faut qu'on se parle maintenant entre nous et qu'on voit les choses de la manière ça se présente, qu'on se pardonne entre nous, de notre manière et non selon l'État congolais. Parce que les derniers moyens qu'on attendait, c'était les moyens ici qu'on a. Mais ça n'a rien donné. Aujourd'hui, Ndjougou est resté Ndjougou. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour, la radio de l'Université de Bunia. Nous sommes en train de suivre l'émission Serola Komodo depuis Bakoko. C'est triste de jour parler de la même situation d'insécurité d'Alituri. Tout le monde sait qu'en Ndjougou, la source d'insécurité, c'est bien sûr les autochtones. Et c'est exactement pour finir avec ça. Il y avait l'état de siège, mais presque 4 ans aujourd'hui. Si on veut faire croire à l'opinion que l'armée ne peut pas imposer la paix dans cette partie de la province, simplement parce que l'insécurité causée par les fils du territoire, c'est selon moi, n'est pas savoir ce qu'on défend. Donc on dirait que l'usine de toutes ces armes de guerre ethniques que portent les groupes armés, et c'est dans ces mêmes territoires de Ndjougou. Donc ce n'est pas sage de penser que l'insécurité de Ndjougou sont plus fortes que les forces armées loyalistes et les FRDC à travers l'état de siège. Voilà, c'est la réaction des Rola. Comment les auditeurs sont très très nombreux à nous écrire et ils sont en train de nous suivre. Il y a un auditeur qui s'adresse à Lik Malembe. Lik Malembe de Nepanare. L'hérésie de l'état de siège était venu pour imposer la paix, mais il est passé à côté de sa mission. Sous le régime de Mobutu, cela était impossible car il avait l'autorité et le leadership. C'est Bob depuis Bigo. Merci à vous, chers auditeurs qui sont en train de nous suivre partout où vous êtes. À Bigo également, je vois un auditeur qui nous suit depuis les quartiers Bakoko. Voilà, on n'a pas le temps de lire tous vos messages. À présent, on donne la parole à Bruno Akilisende. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour stopper ces violences? Et nous allons déjà commencer à conclure l'émission. Je pense que, monsieur le journaliste, vous savez, j'ai suivi le co-débatteur en ligne. C'est une agitation tellement, vous savez, comme le collègue a dit, il y a beaucoup de contradictions. Aujourd'hui, là, on ne dit pas que personne n'a refusé qu'à Ndjougou, les gens qui entretiennent la sécurité, ce sont les fils de Ndjougou. Parce que si on voit la Codeco, les autodéfenses, ce sont les affaires de Ndjougou. Ce n'est pas moi qui ai qualifié ces gens des autodéfenses. Ils sont arrivés ici devant le gouverneur, même ici. Ils ont déposé un acte d'engagement où ils ont écrit autodéfense. Est-ce que c'est moi? C'est-à-dire, si lui, il appelle Zahir, moi j'appelle autodéfense. Et ça, est-ce que ça fait problème pour dire qu'il y a un lien
pour défendre ou bien on est de telles communautés. Non, ça c'est Il a dit qu'il y a une complicité entre les jeunes du milieu et les groupes armés. C'est difficile même que l'armée puisse identifier qui sont les miliciens et qui ne les sont pas. Le problème c'est quoi? Ça c'est, est-ce que ce monsieur a été même une fois en Djougou d'abord? Moi je pense que le plus grave problème c'est quoi? L'armée nationale. Aujourd'hui là nous avons une armée qui est professionnelle. L'armée a suivi toute une série de formations. Je pense que même concernant la guerre asymétrique, l'armée est formée pour ça. Peut-être lui il n'a jamais été militaire, il ne peut pas entrer dans les matières purement militaires. Moi, je connais que l'armée a suivi la formation concernant une guerre asymétrique. C'est vrai aujourd'hui que ces miliciens, ils circulent parmi les gens. À un moment donné, c'est très difficile de les identifier, mais ils ont des bastions dans la forêt. Est-ce que les services de sécurité ne connaissent pas ça? Aujourd'hui, il ne faut pas chercher à marcher à pied sur les rôles ou encore la mission. Si on lui demande c'était quoi la mission de l'État du siège, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je pense que nous avons l'ordonnance ici. Est-ce que c'est moi qui aurais signé l'ordonnance présidentielle? On a bien signifié qu'il fallait imposer la paix. Est-ce que le président de la République, il ne connaissait pas ce qu'il écrivait quand il a écrit que non, il fallait imposer la paix à Djougou? Moi, je pense qu'on a discouvert pas. Nous, notre rôle, je suis acteur politique, nous sommes en train de sensibiliser. Moi, je suis en train de sensibiliser. Il a demandé que non, c'est quoi l'apport de la communauté? Il y a beaucoup de choses, les dialogues, qui tiennent le dialogue ici? Est-ce que ce ne sont pas des communautés? En conclusion. Donc, en conclusion, c'est quoi? Vous savez, pour Victor Itouré parle le même langage. Je vous ai toujours dit qu'il fallait qu'il y ait la restauration de l'autorité de l'État. Parce que ça, la restauration de l'autorité, comment ces gens-là, surtout les égarés là, les communautés n'ont pas de problème, ce sont les fils là qui sont égarés. D'ailleurs, c'est une guerre birema politique. Aujourd'hui, là, en Ituri, personne ne peut nous dire qu'il y a telle usine pour fabriquer les armes. Ces armes-là proviennent seulement de l'État congolais. Ce n'est pas moi qui le dis. La fois passée, tu as été devant la tribune officielle où on jugeait les officiers militaires des FARDC qui vendaient les munitions de guerre à ces miliciens. C'est-à-dire, c'est un méli-mélo. Nous devrons mettre chacun à sa place et puis lui dire des vérités. L'État congolais, il fallait qu'il prenne sa responsabilité. Il ne faut pas chercher à être fanatique avec d'une gestion chaotique. Non, si on est patriote congolais, il faut être indépendant et puis partiel dans votre analyse. Je pense que ça va nous aider. J'ai déploré même au début l'hypocrisie. Selon vous, vous privilégiez l'option militaire pour mettre fin à l'insécurité de Djougou. Le problème, c'est quoi? Si vous lisez l'ordonnance du président de la République concernant l'état de siège, même le président était dans cette philosophie d'imposer la paix. Et si aujourd'hui on arrive en Ituri, c'est vrai que si le contexte a changé, s'il faut peut-être amener la reproche non militaire, ils n'ont qu'à le faire. Mais si ça a montré sa limite, les populations meurent, mais qu'est-ce que nous allons faire? Je pense qu'à ce niveau, en tout cas franchement, nous tous nous avons des choses à faire pourvu que la paix revienne. C'est pourquoi vous voyez que nous l'option militaire qui est privilégiée selon vous. Oui, l'option militaire, mais et que cela soit accompagné par d'autres voies, notamment des sensibilisations telles que nous les faisons, parce que nous sommes des civils. Il y a des choses qui peut arriver à un moment donné limitées, et c'est à l'État maintenant d'intervenir. C'est ça. Comme ce qui s'est passé à Fatak. Vous allez, est-ce que vous là, si vous envoyez là-bas pour dire non, de quoi arrêter avec ça? Est-ce que là où il y a des armes déjà, non, il faut que seulement l'intervention. D'ailleurs, j'ai salué les efforts fournis par les FARDC sur terrain à Fataki, mais aussi les casques bleus de la MONUSCO. C'est vrai. Merci Bruno Akilisende, vous êtes acteur politique de l'Ituri. Moïse Uzunga Watsu, mais on avait un petit souci avec votre ligne, mais actuellement on voit des gens en ligne. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour éradiquer cette insécurité dans les territoires de Ndjougou? Ah, mon cher journaliste, il n'y a pas moyen de participer avec vous parce que la connexion est trop bizarre. Ouais, je ne sais pas si vous me captez. On vous suit très bien. Allez-y, les stratégies à mettre en place pour éradiquer l'insécurité dans les territoires de Ndjougou. Mon cher journaliste, il n'y a pas autre moyen à faire. Permettez-moi de souligner seulement une petite chose. Je pense que ce qui fait aujourd'hui à ce que la sécurité est en train de persister à Ndjougou, c'est l'absence absolue, permettez-moi le terme. Parce que si on se posait aujourd'hui la question, est-ce qu'il y a combien de chefferies, combien de groupements et combien de localités qui restent vides et qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement? Alors de ma part, je dirais tout simplement à ce qu'on puisse restaurer l'autorité de l'État dans les milieux où les Codeco, soit les miliciens généraux sont en train de sionner comme des libres bébés comme ça. Mon journaliste, bref, je peux dire c'est ça seulement. Parce que la connexion n'a pas permis à ce que je puisse être avec vous. Il y a Lick Malembe qui soulève également la complicité entre les jeunes du milieu et les groupes armés et ce qui serait difficile pour l'armée d'identifier qui sont les groupes armés et qui se cachent dans la population.
Répétez s'il vous plaît. Oui, vous avez, malheureusement, vous n'êtes pas en ligne. Lick Malembe qui a soulevé qu'il y aurait une complicité entre les jeunes d'Imilié et certains membres du groupe armé. Et parfois, la population se déguise aux membres du groupe armé. Et c'est difficile pour l'armée d'identifier qui sont les groupes armés et qui est la population concrètement. Je pense qu'il a peut-être... bon, ça c'est selon lui. Mais notre problème c'est quoi? Nous ici, nous travaillons sous le drapeau de la République démocratique du Congo. On ne peut pas s'échapper à ses responsabilités. La loi, si vous lisez par exemple la Constitution dans son article 16, les choses sont claires. L'État doit respecter la population et l'État a droit de protéger la population. Les stratégies adoptées pour protéger la population reviennent à l'État. La population n'a pas moyen d'échapper tous les contrôles que l'État peut restaurer, mon cher. Et vous, en tant que député provincial élu de circonscription de Ndjougou, est-ce que vous avez mené déjà des sensibilisations pour conscientiser les jeunes d'Imilié afin de capitaliser l'accalmie qui a été observée pendant quelques temps ici dans le territoire de Ndjougou? Je viens d'achever avec 3 mois presque dans la base. J'ai sensibilisé de part et d'autre, que ce soit des communautés Lendou, que ce soit des communautés je suis pour tout. Je ne suis pas pour dire que je suis de telle communauté. Je peux seulement sensibiliser de cette communauté. Moi, je suis là pour sensibiliser de tout. J'ai été même dans le groupement Linga. J'ai été à groupement Sombous, Baïma Nord, etc. Alors, j'ai continué, je l'ai fait, mon cher. Alors, à titre de conclusion, que doit faire concrètement la population et l'armée, que doit faire concrètement pour stopper ces violences qui ont repris encore dans cette partie de la province de l'Ituri? Notre population, nos jeunes qui sont manipulés, qui ont aussi des mauvaises idées dans leur tête, doivent automatiquement changer la façon de faire et la façon aussi de réfléchir, parce que nous avons seulement l'unique province qui est de l'Ituri et nous avons aussi l'unique territoire à nous, territoire de Ndjougou. Alors aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de faire est en train de nous remettre derrière. Alors je demanderai à ceux qu'ils reviennent, qu'ils changent leur façon de faire, automatiquement changer leur mentalité, et je demanderai également à notre gouvernement, surtout les exécutifs. Pourquoi? Parce que nous sommes des pouvoirs législatifs, nous sommes là pour créer la loi et contrôler. Est-ce qu'on est en train de pratiquer cette loi? Alors le gouvernement est là pour assurer ses responsabilités, chers journalistes. Merci Moïse Watoum Uzunga. Je rappelle que vous êtes député provincial élu du territoire de Ndjougou. Merci d'avoir pris part à cette émission. Lick Malembe, votre conclusion dans 1 minute, parce qu'on a largement dépassé l'état. Si vous pouvez conclure très brièvement. Lick Malembe, est-ce que vous êtes là? Oui, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Si vous pouvez conclure. En tout cas, pour conclure, je dis que chacun doit faire son travail. Je vous ai donné l'exemple du Homo. Ce n'est pas par la force des armes que la paix est en train de revenir à tout. C'est parce que les gens du Homo eux-mêmes ont décidé qu'ils mettent fin aux tueries chez eux et qu'ils passent à autre chose. Pourquoi ça refuse à Ndjougou? C'est la question que nos frères de Ndjougou ne se posent jamais. Ils sont là seulement. L'État doit imposer la force. Mais à Ndjougou, est-ce que c'est par la force que la paix est en train de revenir? Non. Donc la paix peut revenir même maintenant. Même l'état de siège dont ils parlent. D'abord, il faut rappeler que c'est eux-mêmes qui étaient allés chercher leur état de siège. Nous, ces gens qui crient aujourd'hui, c'est eux qui étaient allés chercher l'état de siège. Et maintenant, leur état de siège qu'ils avaient cherché, il est là. Ils n'ont qu'à s'assumer. C'est eux, moi, je ne suis jamais allé chercher l'état de siège. Eux, ils l'ont cherché, alors l'état de siège est là. C'est eux qui l'ont cherché, ils l'auront. Et ils l'ont eu, et ils n'ont qu'à s'assumer. Il faut savoir comment ça fonctionne dans les affaires de l'État. Donc, si à Ndjougou, on décide même que l'état de siège s'arrête aujourd'hui, qu'ils mettent fin aux tueries même demain, parce que qui tue à Ndjougou? Il n'y a pas un étranger là-bas. Qui tue à Ndjougou? C'est les gens eux-mêmes. Et même, ils savent comment ils fabriquent leurs tueries, ils savent comment ils conçoivent dans leur labo, aller faire ceci, les autres vont réagir comme ça, et après on va, oh voilà, il y a eu des morts. Et c'est des pauvres femmes et enfants innocents
qui meurt dans cette histoire. Qu'eux-mêmes fomentent et eux-mêmes fabriquent. Ça, je dois vous le dire. Les théories de Djougou sont fabriquées par les gens de Djougou eux-mêmes. Et il n'y a pas d'innocents parmi eux. Il n'y a que des victimes à Djougou. Il n'y a pas d'innocents, il n'y a que des victimes. Tous savent comment ils fomentent leurs trucs, comment ils font des labos, notamment, voilà, aller faire ceci, les autres vont faire ceci, nous on va faire. C'est eux-mêmes qui téléguident leur théorie. Alors nous, on est fatigués de ça. Regardez la vie de Bouna aujourd'hui. Nous, on est orienté vers le développement. Bouna est en train de prendre les allées d'une ville internationale. Nous n'avons pas la place pour ce genre de criminalité sauvagerie. Et nos amis de Djouk doivent franchement arrêter parce qu'à un moment, toute la province de l'Itourie est fatiguée de Djouk. Ça, je vais vous le dire. Vous avez même suivi qu'il y a le débat revient qu'ils doivent se séparer de l'Itourie et s'annexer au Haut-Touélé parce que là-bas, il n'y a pas de sauvagerie. Donc les gens sont fatigués du comportement des gens de Djougou, ils doivent le savoir. Et à cet allure, écoutez, les autres commencent à penser qu'il faut se séparer de vous. Merci. Merci Lick Malembe. Merci également à vous Lick Malembe d'avoir participé dans cette émission. Et nous sommes presque arrivés à la fin. Je vois Bruno, j'espère si vous avez un mot à dire, mais on a déjà largement dépassé le temps. Bon. Oui. Je peux seulement très dire rapidement, oui. Au moins de 10 secondes. Je pense que c'est vrai, à Djougou, cette fois-ci, il faut que chacun prenne sa responsabilité. On n'a discouvert pas, mais il ne fallait pas comparer le contexte de Djougou avec Irumu. C'est vrai, à Irumu, il y a la paix maintenant, les communautés, les enfants égarés ont écouté. Mais le contexte n'est pas différent. À Djougou, les gens ne veulent pas. Si quelqu'un refuse d'écouter, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Merci. Il n'y a personne qui est contre l'état de siège, mais nous sommes contre la gestion de ce qui se passe. C'est ça. Merci Bruno Akilsende. Merci également à tous les auditeurs qui étaient très très nombreux à nous écrire par SMS. Merci pour votre participation massive. Merci également à Assim Mourouiga Samso et à vous Bruno Akilsende. Merci à vous. Parole aux Itouriens, c'est fini pour aujourd'hui. Rachidi Koudre était à la présentation, Joseph était derrière la caméra, DJ Godash a assuré la mise en onde. Bonne suite des programmes sur la radio de l'Université de Bunia.